Bonjour, je suis très heureux de m'adresser à votre réunion. Malheureusement, je suis actuellement à bord d'un avion qui part en Europe. Et donc, j'ai décidé de m'adresser à vous par le moyen d'enregistrement. Vous faites face à une lutte politique très importante. Devant vous est une puissance politique, économique, technologique et militaire redoutable. L'État d'Israël est devenu véritablement une puissance régionale avec une influence sur la politique occidentale qui dépasse de loin la taille de ce petit État. Et ce succès de l'État d'Israël est largement la conséquence d'un monde unipolaire dans lequel nous vivons, notamment dans la disparition du camp socialiste, la fin de la guerre froide et donc la consolidation de l'appui à Israël de la part des gouvernements occidentaux qui, depuis 30 ans, permettent à Israël, pour toute fin pratique, une impunité totale. Il y a parfois quelques palabres critiques, mais en fait, comme vous le savez bien, il n'y a jamais une sanction sérieuse, ni de la part des gouvernements occidentaux, ni de la part du secteur privé. Récemment, j'ai comparé le comportement des compagnies comme Expedia, ou Booking, ou Airbnb, et j'ai essayé de réserver un hôtel, un appartement à louer dans les territoires occupés par Israël, et ceci se fait facilement. J'ai essayé de réserver quelque chose en Crimée, et puis il n'y avait rien. Donc ça vous montre que les sanctions aussi existent, mais les sanctions sont appliquées d'une façon sélective, et Israël se trouve parmi les pays qui jouissent de cet appui presque inconditionnel. Maintenant, pourquoi cet appui inconditionnel? Ceci n'a rien à voir avec les Juifs ou le judaïsme, mais beaucoup plus avec la géopolitique et aussi avec les principes sur lesquels est fondé l'État d'Israël. Je vous rappelle, et j'ai écrit tout un livre là-dessus, que le projet sioniste était essentiellement une négation de la tradition juive. C'était une révolte contre la tradition, contre la religion, et une révolte contre les valeurs qu'on considère valeurs juives. Et donc, Israël a ouvertement affirmé la légitimité du nationalisme ethnique, ce qui n'était pas facile à faire suite à la Deuxième Guerre mondiale et les excès du national-socialisme en Europe. Mais Israël, justement, en se positionnant comme victime de national-socialisme, s'est permis de affirmer ce nationalisme ethnique. Et donc, ce que nous voyons, c'est la position d'Israël dans le monde d'aujourd'hui, qui est une position de leader dans le sens de technologie, dans le sens d'informatique, de certaines technologies militaires notamment, mais aussi c'est un leader idéologique qui permet à beaucoup d'autres d'affirmer leur nationalisme ethnique. D'où la popularité d'Israël parmi les mouvements de droite et d'extrême droite, voire des terroristes blancs, suprémacistes blancs,
aux États-Unis et ailleurs, qui voient en Israël l'exemple à suivre. Et donc, ce positionnement idéologique d'Israël est remarquable. N'oublions pas que Israël jouissait presque de la même impunité dans les années 50, lorsque les pays qui se considéraient socialistes et le gouvernement qui faisait partie de l'international socialiste aussi appuyait Israël comme justement un pays à l'avant-garde du socialisme qui avait des formes économiques et sociales progressistes, notamment les kibbutz et certains peuplements collectifs. Et donc Israël, à l'époque, jouait la carte socialiste. Aujourd'hui, c'est une autre carte qui est jouée, bien entendu, parce que les temps changent et Israël change avec. C'est la carte de néolibéralisme économique, la carte de nationalisme ethnique et de la primauté de la force. Ce qui est aussi intéressant, c'est que certaines techniques que Israël a développées depuis des années, maintenant ont été imitées par d'autres pays. Auparavant, on était un peu choqué de découvrir qu'Israël suivait la politique d'assassinat ciblé de leurs ennemis, ou d'ennemis présumés. Israël était pratiquement le seul pays à le faire ouvertement. Depuis quelques années, depuis l'administration Obama, les attaques de ce type, qui se font actuellement par les drones, sont devenues tout à fait régulières. Les assassinats peut-être sont devenus encore moins ciblés. Donc, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de ce qu'on appelle dommages collatéraux. Israël donc se positionne aussi comme leader et comme exemple à suivre pour beaucoup de gouvernements occidentaux. Un autre aspect qui est important à voir, c'est l'abîme qui se creuse entre les politiques d'Israël, entre ce qu'Israël devient et les valeurs de communautés juives, notamment en Amérique du Nord, qui, bien entendu, souvent sont victimes de ces extrémistes d'extrême droite, comme récemment dans l'attaque à la synagogue en Californie, mais aussi qui tout de même sont relativement progressistes. Et, par exemple, récemment, lors de la fête de Pâques juive, la cérémonie à laquelle j'ai assisté dans une synagogue d'Ottawa prônait l'appui et la solidarité avec les réfugiés. Toute la cérémonie pascale religieuse était clairement orientée à l'empathie, à l'aide, à la solidarité avec des réfugiés de partout dans le monde, dont le nombre était mentionné plusieurs fois, 68 millions de personnes. Donc sur ce plan-là, Israël, qui n'accepte presque jamais de réfugiés, se place complètement à l'opposé de ce qui anime les communautés juives en Amérique du Nord. Ceci est important à retenir parce que l'appui politique à l'État d'Israël, notamment aux États-Unis, mais aussi au Canada, ne vient pas seulement et peut-être pas tellement des communautés juives comme des communautés protestantes évangélistes. Et donc là, c'est très important de voir que ceux qui appuient Israël d'une façon inconditionnelle sont des politiciens liés à la droite chrétienne, dont par exemple notre ancien Premier ministre Stephen Harper ou le vice-président américain Pence actuellement, ou le nouveau président du Brésil, qui sont effectivement issus de ces cercles qui considèrent Israël
un moyen d'accélérer le second avènement du Christ et donc la rédemption totale. Donc vous voyez que sur le plan idéologique, Israël se positionne comme un exemple à suivre, mais aussi comme un moyen presque théologique d'opérer la rédemption totale de l'humanité. Vous comprenez bien pourquoi l'appui est tellement inconditionnel et religieux presque. Ceci dit, il faut voir également que la tâche de ceux qui s'opposent à l'oppression israélienne des Palestiniens, leur tâche est difficile, mais avant tout, c'est une tâche de reformuler le problème. Souvent, on parle de conflit israélo-palestinien, comme s'il s'agissait de deux entités plus ou moins comparables qui se trouvent en conflit. On pourrait parler de conflit entre deux États. Ce n'est pas le cas, et vous le savez très bien, même si vous utilisez parfois le terme conflit israélo-palestinien. Il s'agit d'une puissance militaire redoutable qui occupe les territoires d'une population civile contre leur gré, contre leur volonté, depuis plus de 50 ans, mais en fait plus de, je dirais, à partir de 1948, si on va considérer la destruction des peuplements palestiniens, donc on peut dénombrer plus de 500, suite à la guerre de 1948. Donc, sur ce plan-là, c'était très important de parler, à mon avis, non pas d'un conflit, mais de l'occupation et de l'oppression unilatérale. Et donc, à mon avis, les négociations entre les deux parties, dont on parle parfois et dont on parfois voit dans les manchettes de journaux, ces négociations sont par définition infructueuses, parce que la disparité entre deux entités est tellement grande que rien ne peut sortir de ce type de négociation sans la pression extérieure. Et cette pression extérieure, pour l'instant, ne se dessine pas. En tout cas, moi, je ne vois pas de signes avant-coureurs de pression qu'Israël pourrait subir de la part d'autres pays. Et quand je dis tout à l'heure qu'Israël est le grand gagnant du monde unipolaire dans lequel les États-Unis se considèrent et agissent comme le seul maître du monde, il ne faut pas oublier qu'Israël n'a jamais mis tous les œufs dans un même panier. Et dans une série d'articles, j'ai écrit il y a quelques années, j'ai analysé les rapports qu'Israël entretient avec la Russie, avec l'Inde, avec la Chine. Donc si jamais le monde n'est plus unipolaire, Israël a bien protégé ses atouts dans ces énormes puissances nucléaires qui est la Russie, l'Inde et la Chine. Le tableau que je viens de dresser peut paraître pessimiste. À quoi bon faire face à une puissance militaire, politique, économique redoutable? Mais en fait, ce que vous anime, c'est plutôt la sensibilité morale. C'est de faire ce qui vous croyez est juste. Et je ne peux que vous encourager dans cette voie en citant le Talmud, qui dit « Il ne t'écombe pas d'achever l'ouvrage, mais tu n'es pas libre de te désister. » Je nous souhaite succès et bonne chance.